Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de la nuit de Paul-Marie Couteau, diffusé mercredi 19 décembre 2012 de 21h30 à 23h. Il sera diffusé en différé vendredi 21 décembre de 21h30 à 23h également, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Franck. Attention, exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos courriers seront toujours les bienvenus. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Bonsoir chers auditeurs, bonsoir, merci de nous rejoindre une fois encore pour le Libre Journal de la Nuit, un Libre Journal qui sera un peu particulier d'abord parce qu'il est préenregistré et ensuite parce que nous allons sacrifier à nouveau à cette formule que je trouve pour ma part assez agréable, qui est exceptionnelle certes. Nous avons un seul invité, en réalité un seul invité, mais il est accompagné et nous aurons en toute dernière partie de l'émission un autre invité que je présente tout de suite, qui est Pierre Wouters, le secrétaire général de Laissez-les vivre et de SOS Tout Petit, qui nous rejoindra à la fin de cette émission. Mais notre invité principal, auquel je dédie cette émission, et je ne le fais pas sans le remercier d'avoir bien voulu nous rejoindre au micro de Radio Courtoisie, c'est Jacques Bompard. Bonsoir. Bonsoir Jacques Bompard. Bonsoir à tous. Je suis très content de vous avoir en face de moi, Jacques Bompard, parce que vous m'avez longtemps intrigué. Je vous ai connu lorsque nous étions ensemble au MPF. Tout à fait. Je vous connais depuis quelques années et je dois dire que c'était bon signe le fait que vous m'intriguiez. Je me disais mais qu'y a-t-il derrière cet homme? Et puis petit à petit j'ai appris à vous connaître. J'ai lu plusieurs de vos livres, vous en avez écrit beaucoup. Et puis je suis en train de faire la connaissance petit à petit de l'homme politique que vous êtes, député. Tout le monde le sait, député du Vaucluse, maire d'Orange, ça aussi tout le monde le sait, mais aussi président de la Ligue du Sud. Vous allez nous en parler, Jacques Bompard. Ça n'est pas sans lien avec votre personnalité, cette affaire de Ligue du Sud. On va le voir. Et puis vous avez aussi une vie privée abondante. On n'en parlera pas trop. Pourtant, c'est un peu la règle dans cette émission. J'aimerais qu'on parle de vous dans son entier depuis votre naissance. Et c'est ainsi que l'on comprend les hommes, je crois. Et vous avez aussi une famille nombreuse, plusieurs enfants, je ne sais plus combien, mais je crois 5. Un bon nombre. Et puis une femme que l'on connaît aussi, Marie-Claude Bompard, qui est maire de Bélène et conseillère régionale. Générale, pardon. Elle a été régionale. Elle a été aussi. Enfin, elle fait de la politique, on comprendra. Et nous avons aussi à ce micro Benjamin Blanchard, qui est juriste et que nos auditeurs de Radio Courtoisie connaissent bien, puisqu'il fait partie de cette fine équipe qui prend en charge tous les matins le journal de la réinformation sur Radio Courtoisie. Bonsoir. Bonsoir Paul-Marie Couteau, bonsoir chers auditeurs. Bien. Alors, Jacques Bompard, à nous deux. En préparant cette émission, j'ai découvert que je croyais vous connaître, mais je vous connaissais très mal. Vous êtes né en 1943 à Montpellier. Je vous croyais du Vaucluse d'ailleurs. Alors, mais enfin c'est le Sud, hein. C'est le Sud. Pourquoi Montpellier? Vous allez me dire, on choisit pas sa naissance. Je suis né à Montpellier d'un père qui est de Buis-les-Baronnies, joli village de la Drôme, du bas de la Drôme provençale, et d'une mère qui est avignonnaise. Et nous avons toujours d'ailleurs la famille une propriété à Buis-les-Baronnies que nous travaillons nous-mêmes et dont toutes les vacances scolaires se passaient à Buis-les-Baronnies. Donc en fin de compte, passant toutes mes vacances scolaires à Buis-les-Baronnies, je me suis senti plus provençal que vauclusien, que languedocien, que montpelliérain. Et c'est vrai que mon tempérament est plus vauclusien, plus provençal. Donc, tout naturellement, je suis retourné vers mes racines. C'est pas très loin quand même. C'est pas très loin. Il y a exactement 100 kilomètres entre Orange. Et il y a tant de différences que ça en 100 kilomètres. Il y a 100 kilomètres, mais c'est pas tout à fait le même climat et c'est pas tout à fait le même tempérament. Oui. Vous dites que vos parents étaient paysans.
Non, mon père était militaire de carrière et puis Vous l'écrivez, mais vous l'écrivez dans un ouvrage qui s'appelle France, ton agriculture doit vivre. Des cadres, mais on avait une petite propriété qu'on travaillait. Ah voilà. Mais non, on n'est pas agriculteur, mais on est petit-fils d'agriculteur. Je suis petit-fils d'agriculteur. Tous mes cousins sont paysans et mes racines sont paysannes, comme presque tous les Français d'ailleurs. Moi, si on remonte à 3 ou 4 générations, on est tous enfants de paysans. Oui, voilà, les Français de souche, comme on dit. Ouais. Oui. Alors ça compte pour vous. On voit que ça compte puisque vous êtes une fois élu député. Pour la première fois, vous avez été élu, je le rappelle, en 86, Ouais. au scrutin proportionnel sur la liste du Front National. Et vous êtes inscrit à la commission de l'agriculture. Ça n'est pas sans lien avec ces Alors oui, mais ça a été un peu par origines, hasard, parce non que tout le monde s'est précipité sur les dossiers qui étaient à la mode, hein, au front, l'immigration, l'insécurité, etc. Alors là, c'était la guerre au couteau. Et puis moi qui étais d'un naturel modeste, Placide. un peu timide, je regardais cette bagarre au couteau. Ouais, ça m'a passé un peu. Oui, je mais crois. j'étais comme ça. Mais placide quand même. Oui, tout à fait. Placide, vous êtes Alors, resté. j'ai regardé tout ça de manière surpris. Et puis, à un moment, je l'ai dit, il faut quand même que je prenne quelque chose. Alors, je réclamé Oh, c'est pas par hasard, puisque vous avez même fait plusieurs livres sur l'agriculture. Après. Après, Hein, oui. Le premier, c'est à partir où Enfin, vous avez pris ce dossier à bras le corps. Hein. le Front était persuadé qu'il ne pouvait pas y avoir une philosophie politique de l'agriculture. Et mon premier grand succès, c'est d'avoir défini une doctrine agricole de bon sens, et donc qui était à l'époque prise en charge par le Front. D'ailleurs, certains grands orateurs m'ont piqué mon discours, avaient beaucoup de talent, peut-être plus de talent que moi d'ailleurs. Mais ça a été un grand plaisir pour moi, même ça. Si je parle de votre enfance, vous avez comme paysage, pas du tout un paysage urbain. En réalité, vos souvenirs, sont les vacances d'été à la campagne. Oui, c'est Ou les visites chez vos la grands-parents. petite montagne, c'est la petite montagne. Petite montagne. Hein, c'est Louvèze, c'est notre propriété vraiment dans la montagne. Donc c'est la ruralité profonde. Hein, et c'est surtout une ruralité vraie. C'est c'est le paysan. C'est pas le producteur agricole, c'est le paysan. La tradition veut que l'agriculture soit la base de l'économie française, comme l'a dit le premier Sully. Pays béni au point de vue climatologie et sol, l'agriculture française vaut aussi par le savoir et le travail de ses paysans. 2 lignes après, je lis le début de votre ouvrage France, ton agriculture doit vivre, de 87. Vous écrivez « Notre pays est béni de Dieu pour les croyants, béni par les dieux pour les autres, doté d'une infinie diversité, il allie la richesse du sol et l'équilibre du climat. » Voilà, notre terre est apte à tout produire. C'est pour ça que je le lis. À tout produire, et le savoir-faire de nos cultivateurs paysans demeure proverbial. Vous êtes un homme très enraciné. Hein. Tout à fait. Il n'y a pas de doute. Tout à fait. Et si on veut être solide, il faut être enraciné. Hein. Vous savez, un combattant, il doit avoir les 2 pieds au sol. Et c'est de la solidité de ses appuis que va dépendre la qualité de ses... Ce que l'on dit de vous, ce que vous dites de vous et des hommes, on peut le dire d'un pays. Ah, tout à fait. Tout à fait, oui. Tout à fait. Et ça, je pense que peu d'hommes politiques français, vos fameux énarques que vous vilipendez régulièrement, ont compris que le point de départ, la richesse numéro 1, ce à quoi tout va de toute façon revenir tôt ou tard, hein, c'est l'agriculture, c'est le sol, sur les territoires. Les énarques, c'est que eux, culturellement, intellectuellement, on les déracine. Et je pense qu'ils en sont, en fin de compte, s'ils réfléchissent, tôt ou tard, fort mari. Oui. Votre mère travaillait? Non, ma mère était famille nombreuse. Au foyer. Non, 2 enfants. 2 enfants. J'ai un frère aîné de 9 ans plus âgé que moi. Donc, on était dans 2 mondes différents. Certains écarts, oui. À mon adolescence, enfin avant même mon adolescence, il s'est engagé, il a fait l'Indochine, militaire de carrière. Comme votre père, alors. Il a suivi la voie paternelle, exactement. Moi, j'en ai un peu dérivé. Vous n'avez pas tellement été tenté par la carrière des armes, apparemment. Non, pas du tout. Moi, je crois qu'au fond, je suis un anarchiste, mais pas un anarchiste de gauche. Je suis un anarchiste prisonnier
des lois naturelles, alors que l'anarchiste vrai, du moins celui qui est à la mode aujourd'hui, est un contestataire de tout. Et les lois naturelles, on les voit dans la nature, justement, on les voit dans la terre. Lié, profondément lié à ma religion, mais ma religion est l'enfant des lois naturelles, donc je suis très à l'aise dans tout ça, et je crois que c'est de cette solidité que découle le combat que je mène depuis toujours, et qui est très gratifiant. Ne le prenez pas mal, Jacques Bompard, mais de temps en temps, vous me faites penser à quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de révérence, et Dieu sait qu'on ne le dit pas. On ne le dit pas dans les dîners en ville, encore moins au micro de n'importe quelle radio, c'est Charles Maurras. Vous avez quelque chose de maurassien. Et pour moi, c'est un compliment, je vous le signale, je l'assume. Non, ne le prenez pas pour tel. Et il disait de temps en temps qu'il voyait du bon dans, enfin, il disait que le régime idéal, c'était l'anarchie plus un, c'est-à-dire la monarchie. L'élément organisateur d'une anarchie naturelle qui, au fond, a toujours été le substrat de la France. Oui. Oui. C'est une construction autour d'une diversité. Je ne suis pas royaliste, mais vous n'avez jamais été tenté par le... Non, parce que je crois... Comme beaucoup de Provençaux, pourtant. Oui, beaucoup. Oui. Mais je crois que il y a quelque chose de cassé. Il y a eu quelque chose de cassé, et on ne recrée pas. Seul Dieu peut recréer ce qui est cassé. Hein, donc, c'est pas les hommes, c'est autre chose. Irréversible. Je crois qu'on c'est plus de ce monde. Benjamin et Jacques Bompard, vous avez une certaine admiration pour Napoléon Bonaparte, je crois. Alors, pour Bonaparte, pas pour Napoléon. Je suis bonapartiste et non napoléonien. Cherchez à comprendre. Expliquez-nous la nuance. La réponse est claire. C'est pas à cause de l'assassinat d'Enghien. Non, pas du tout. Non, je crois que Bonaparte, c'est un génie. Et un Jacobin. Un génie en devenir. Et Napoléon, un Jacobin pur sucre. Finissant tristement. Et quand j'étais plus jeune, j'étais pour les dictatures éclairées. Le problème, c'est qu'elles restent éclairées qu'un moment. Et puis après, elles sont éteintes. Ou illuminées. Ou complètement illuminées. Donc, je crois qu'il faut pas attendre sur Terre d'avoir le paradis. Il n'est pas dédié à ce niveau-là. Il faut faire de son mieux pour arriver à bâtir un moins mal possible. Encore une phrase de paysan. Un moins mal possible. Encore une phrase de paysan, Jacques Bompard. Écoutez, pour moi, c'est un compliment. Oui, encore une fois, je continue. Vous savez, je vis à la campagne, je vis dans un village qui n'a pas 2000 habitants, c'est pas pour rien. Mais moi, j'ai pas la chance d'être en Provence comme vous, je suis dans le Poitou. Alors, vous faites des études assez étonnantes, étant donné vos antécédents familiaux. Vous voulez devenir médecin, enfin, vous faites des études de médecine. Je fais des études scientifiques. Oui. Je fais des études scientifiques parce que je me dis quelque chose qui n'est pas faux, c'est que il y a beaucoup de vacances chez les enseignants. Et quand je suis jeune, je crois que je suis assez décontracté et que cette facette me plaisait assez. Donc je passe les IPES. Donc je ne suis plus à la charge de mes parents très tôt et je deviens enseignant. Et puis je m'aperçois, contrairement à ce que je pensais, j'aime beaucoup travailler, mais que le boulot d'enseignant, déjà à l'époque, n'était pas celui que je croyais. Et pourtant, vous l'avez exercé. Alors, je l'ai exercé pendant 5 ans, et puis... À Nîmes, je crois, puis Avignon. À Nîmes et Avignon, oui. Puis à l'île-sur-Sorgue. C'est votre mère, puisqu'elle est avignonnaise. Ah oui, tout à fait. J'ai la famille d'ailleurs encore à Avignon. Donc là, je me rends compte que c'est pas ma voie du tout, que je suis plutôt un libéral, c'est-à-dire que je veux... On n'est pas les cadres de la fonction publique. Voilà. Et donc, à la napoléonienne. Je fais les deux à un moment, puis je vois que la reprise des études marche bien, donc je saute à l'eau, et je prends la voie qui me paraît quand même la plus rapide, c'est la chirurgie dentaire. Médecine, c'est plus long. Oui. Droit, j'ai un petit peu peur qu'il y ait beaucoup de choses à apprendre. Je ne sais pas apprendre par cœur. Je n'apprends pas par cœur. Je sais les choses, mais je les réécris quand je les ressors. Donc, je fais chirurgie dentaire, ce qui me plaît beaucoup. D'ailleurs, je fais partie du groupe de recherche de la fac. Je deviens enseignant à la fac en même temps que j'inscris mon cabinet. Mais là, est-ce que c'est à Montpellier? À Montpellier. À Montpellier. Hein. Et ça me
ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup, mais je fais en même temps de la politique parce que j'ai jamais abandonné. J'ai toujours eu une action depuis l'âge de 14 ans. Je suis très actif en politique. Donc vous aviez un cabinet dentaire à Montpellier? Ah non, Non. à Orange. À Orange ensuite. À Orange. Mais vous partiez sur la politique, pardon, cher Benjamin Blanchard, très très tôt. Vous avez eu Ouais. un engagement politique. Ouais. La première page était La première préécrite page, par vos parents qui étaient Elle gaullistes. est- Je crois elle que votre est père a ta fait de la mère. résistance. Est-ce que je me Mon trompe? père est résistant, Oui, oui. décoré à la Légion d'honneur pour cela, Oui. et donc tout à fait naturellement, En il est 50 gaulliste. et en 58, vous Il est voyez d'un gaulliste. bon Alors là, œil le ça retour vous du fait général de plaisir, Gaulle. cher ami, je crois que vous l'avez. Ah, c'est la un suite petit qui me fait peu. de la peine. Alors là, il est gaulliste, mais gaulliste pas d'une manière active. Hein, c'est-à-dire que il a dans son garage des tracts et des affiches. Oui, Moi, quand à même. l'époque, j'ai 14 ans. Et oui, en 58. 14 ans. Et je sors la nuit, je descends je suis au premier, je descends par l'escalade, je vais prendre les affiches, je vais les afficher. Donc, Mais c'est pour rien. De Gaulle, Ah oui, oui, oui. Mais c'est rien, mais pour moi, à l'époque, à 14 ans, j'ai considéré que j'avais fait ma petite... Et je me sens profondément trahi quand De Gaulle fait l'Algérie française. L'Algérie algérienne. Là, je me sens totalement trahi. croyant faire une autre forme d'Algérie française, je vous signale, mais se trompant assez lourdement. il a fait la Où France étant trompé, algérienne. c'est toute Il a la fait- il a question. fait la Où étant France trompé. algérienne. Bon, enfin, on va pas se disputer Bon, là-dessus. donc, Je reconnais que c'est pas la page la plus glorieuse Voilà. de l'épopée. Donc, je rentre en Dissidence. Résistance. Et je dis, tu ne te laisseras plus tromper en politique. Tu t'es fait tromper en politique, tu ne te laisseras plus tromper. On retrouvera cette méfiance plus tard. Alors, ben oui, ça explique une partie de mes cheminements. Pas deux Donc, fois. je pars à la Fédération des étudiants nationalistes, puis à Occident, de nouveau, au front. Et au front. Vous soutenez Tixier-Vignancourt? Non, j'ai sauté Tixier. Vous avez J'ai une sauté, parenthèse, vous avez sauté Tixier. Ah bon. Ouais, j'ai une Je parenthèse. vous dire, vous étiez très Je suis allé jeune, voir en ce 65, meeting. vous Je aviez suis allé voir ces 21, meetings 22 et- ans, oui. Oui, mais je fais de la politique déjà. Mais non, mais je pense que j'étais à la FEN, et je pense que la FEN voyait Tixier d'un œil désabusé, pas du tout optimiste. On n'était pas. La FEN, Parce que c'était vos des camarades jeunes. de la FEN ne soutenaient pas, Ouais, je pense, ouais. Tixier. alors. Je pense qu'ils soutenaient pas. Il y a une question de Tixier. génération aussi, parce que la FEN c'était jeune, hein. Oui, c'était des Et jeunes. c'était pas le cas de C'était des Tixier. jeunes, mais alors c'est la seule école politique que j'ai connue, vraiment de qualité. La Fédération des étudiants nationalistes. C'est l'école militante que j'ai connue et que j'ai appréciée. Et je crois que c'est là que j'ai été formé, c'est pas ailleurs. Enfin, remarquez, beaucoup de gens qui sont passés par là n'ont pas été formés, donc d'une queue de cochon, je pense ou ont qu'on fait été pas déformés forcément plus tard. une Ou ont été déformés plus tard, parce qu'on les On retrouve les un peu déforme- partout. On les trouve partout, tout à fait. Mais ça montre que c'était une école, réellement. Et oui, Ah ouais. et oui, On en a oui, trouvé en partout. effet, en effet. Donc là, je mène le combat, je rentre au front. C'est vrai que Le Pen a... Mais parmi eu les grand premiers, talent. alors, parce Ah oui, que- en 72. Ah oui. Vous êtes membre fondateur, vous êtes un des Ah, fondateurs. je suis pas... Le Pen me le dénie, donc j'accepte son déni, mais je suis rentré au front en 72 avec Alain Jamet. C'est nous qui avons fondé, moi en tant que patron d'Occident, lui en tant que représentant de Le Pen, qui avons fondé sur l'Hérault le Front National. Là, vous étiez à Montpellier encore, là. Voilà. Oui, c'est ma deuxième phase étudiante, ça. D'accord. Ouais. C'était la phase de chirurgie De dentaire. chirurgien dentiste. Bon, donc voilà. Et en 86, alors je deviens le patron du front dans le Vaucluse, que je resterai jusqu'à mon exclusion. Et Alors c'est une bonne terre pour le Front National, le Vaucluse. modestement, Hein. j'en ai fait Vous avez fait quelque chose de- le meilleur département du front. Entre-temps, vous vous installez à Orange pendant comme longtemps. chirurgien Je me suis installé en dentaire. 65 Donc- à Orange. Oui. Et voilà, ça marche bien. Je pense que si l'on avait pu faire ce que Stirbois voulait qu'on fasse, on avait dit qu'il fallait faire, je pense que le Vaucluse serait patriote, un département patriote aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire tout entier. Ce que voulait Jean-Pierre Stirbois, c'était une implantation locale forte. c'est Il ça, voulait des je implantations résume. locales fortes et que tous les élus soient de vrais militants.
Et ça n'a pas été le cas. Ça, on peut pas dire. On peut pas dire. Même ça a été mal vu. Irons-nous jusqu'à dire que c'était presque délibéré? Vous le dites au moment où j'hésitais à le dire, oui. C'est intéressant, mais la page est écrite, là. Ah Elle est oui, tournée. tout à fait, on peut la regarder. En tous les cas, le Front National s'implante sous votre égide dans votre département. Il faut dire aussi avec l'aide de madame votre femme, je parlais de Tout à fait, qui est une Marie-Claude militante Bompard. hors pair. Oui. Qui est une militante. Alors vous êtes soudés par vos 5 enfants, vous êtes Ouais. soudés par un amour éternel et aussi par une complicité politique magnifique. Ah, tout à fait. Elle est parfaite. Il n'y a pas de divergence. Ah non. Vous discutez quelquefois Non, un peu oh, bah, elle a, à table les ou femmes non, on n'a pas de dispute, mais on n'a pas toujours la même approche. On n'a pas toujours la même approche. Les femmes sont en règle générale très passionnées, très vivantes. plus réactive, plus L'homme est quelquefois un peu plus pondéré, un peu plus souple. Plus rationnel peut-être? Oh, je ne sais pas dire ça. mais peut-être qu'elle n'a pas les mêmes origines aussi. Elle est pied noir, elle est Eh algéroise. oui, c'est ça, eh oui, Elle est algéroise. évidemment. Donc elle a la Évidemment. fibre bouillante, explosive Eh oui, eh oui, eh de oui. certains rapatriés. Parlez-nous du Vaucluse alors, parce que vous avez, bon, c'est un département merveilleux C'est un beau département. et vous êtes heureux de vivre dans ce cadre. Le meilleur rapport qualité-prix des C'est vins ça. de France, donc des vins du monde. Donc venez goûter les vins du Vaucluse. Ouais, je les connais, Jacques Bompard. Je parle mais- pour les auditeurs. là. Pour les auditeurs, oui, d'accord, oui, vous me regardez comme si... Ah, Non, non, mais- je compte sur votre Je suis un appui, admirateur, je vous en prie. Parce que vous avez un C'était nom. pour les vins du Vaucluse. Vous avez un nombre de grands crus des Côtes-du-Rhône Benjamin méridionales Blanchard, dans votre oui. circonscription qui est assez impressionnant. Là, il y a il y a les meilleurs vins au Parker classés les meilleurs vins du monde. Il y en a ailleurs aussi, mais dans le Vaucluse, il y a plusieurs vins qui sont classés comme les meilleurs. Vous du avez monde. choisi Orange pour vous installer naturellement ou pourquoi Orange au fait? Oui, ça se fait un peu comme ça. Ouais. ça tombe dedans. Mais vous aimez le paysage. Ah, c'est un beau pays. Je suis à l'époque, je m'occupais de notre propriété à Villebrony. On est à 50 kilomètres de Villebrony. Ça faisait 35 minutes à l'époque où il n'y avait pas de limitation de vitesse aussi importante et aussi rude que maintenant. Ça faisait 35 minutes. À l'époque, Moi, j'allais un peu vite. à l'époque, on allait vite. On allait vite. Bien, alors, arrive cette période de militantisme au Front National. Vous ne vous contentez pas de vous implanter et d'implanter le Front National dans le Vaucluse. Vous devenez fondateur ou pas du FN, puisque vous êtes entré en 72, on peut vous donner cette qualité, je pense. Mais enfin, bref, vous en avez bien d'autres, donc vous ne courez pas après tous les titres. Mais vous devenez un des dirigeants du Front National. Incontestablement, oui. Dans les années 70, Incontestablement, en défendant une politique originale qui est l'implantation locale d'une part et la défense d'une doctrine cohérente. vous êtes chargé de quoi êtes-vous chargé à ce Alors, moment-là? dans un premier temps, je suis chargé de l'agriculture pendant plusieurs années. Ah, déjà, oui. Et puis, je crois que c'est Jean-Claude Martinez qui me le pique avec son talent tout à fait. Ah, je l'ai connu au remarquable. Parlement européen sur l'agriculture, il est intarissable, Ah, oui. oui, lui aussi. Oui. Non, mais j'aime beaucoup. Oui. Donc, Saluons-le au passage, Ça, Jean-Claude tout à fait, Martinez. très Il est amicalement. souvent venu à ce micro, je vous signale, Très Jacques amicalement. Bompard. Donc je lui laisse sans lui faire de scène et je prends quelque chose qui était très méprisé au front, décidément. Je prends l'écologie et je fais un bouquin sur l'écologie. C'est ça, alors je voulais en venir là. Je fais un bouquin sur Ça vous l'écologie. pendait au nez avec tout ce qu'on vient de dire. Bah, écoutez, La vraie écologie, pas l'écologie des salons. ouais. Parce que l'écologie, en fin de compte, contrairement à ce que passent les écolos, c'est une position doctrinale et politique strictement de droite. Si on a strictement de je l'ai droite, souvent et sur écrit. tous les domaines. Eux qui sont La tradition, tout simplement. ah oui, eux qui sont pour l'immigrationnisme forcené, c'est totalement Antinaturel. anti-naturel. La tradition et la conservation. Absolument. Tout à fait, tout à fait. Donc, j'ai essayé de leur expliquer quelques fois, mais ils hurlent. Hein, donc, on n'essaye pas, on fait pas boire un âne qui a pas soif. Ça restera une curiosité du paysage politique français. Enfin, pour moi, ça sera une énigme sans cesse revenue sur le tapis. Comment se fait-il que les écologistes puissent se dire écologistes alors que précisément toutes les lois naturelles dont vous parliez, ils les bafouent?
Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, cette défense Tout à fait. du mariage, prétendu mariage, parce Tout que ça à n'a fait. rien d'un mariage d'ailleurs, Tout à fait. prétendu pour tous, c'est-à-dire, il est déjà pour tous de toute façon. En fait, c'est- Personne n'est interdit de mariage. Mais c'est très curieux, ce il y a une masque perversion de l'esprit. d'écologie donné à ce qui le nie, Il y a ce qu'il une a dit. inversion des valeurs. Nous vivons ce siècle, c'est le siècle de l'inversion des valeurs. Et donc, tout naturellement, quand on inverse les valeurs systématiquement, on arrive à défendre l'écologie alors qu'on fait exactement le contraire de ce que l'écologie demanderait qu'on Et fasse. oui, en tout sujet, y compris l'internationalisme militant et forcené, tout qui à est à fait. fait un mondialisme, Tout à fait. lequel mondialisme est l'antithèse exacte des lois Ce naturelles qui s'applique et pour de leur enracinement. ce qui s'applique pour toutes les espèces animales s'applique aussi pour l'homme. Mais bien entendu. Alors, le Front National prend du poil de la bête, non seulement dans le Vaucluse, mais à l'échelle nationale, au début des années 80. Vous êtes à ce moment-là au bureau politique. Ouais. Quelques-uns sont encore au Front National, mais beaucoup se sont un peu évaporés des membres du bureau politique des années 80. Oui, il en a disparu. Il y a eu des strates qui ont disparu. Les strates les plus rudes, si on veut. Hein. Oui. Il y en a un certain nombre qui sont décédés également. Hein. Vous Il y en a parliez de- quelques-uns qui sont décédés aussi. Oui. Le militant parti. Il y a eu quelques strates qui sont partis. Comme ça. Benjamin Blanchard. Et comment se passaient les réunions du bureau politique, donc au début des années 80, quand le Front National a commencé à émerger, puisque où toutes les portes semblaient ouvertes, tout semblait possible, on imaginait même que Jean-Marie Le Pen serait au second tour de l'élection présidentielle de 88, et c'était un scénario Oui, qui s'est plausible, vérifié un peu après, enfin. oui. mais bien longtemps après. 14 ans plus tard, oui. Le front a traversé d'abord une phase très fraternelle et vers les années 80, Le Pen se demandait s'il n'allait pas prendre sa retraite politique parce que ça n'avançait pas assez vite. Oui, en 81, il n'a pas pu être candidat, je crois. Et le Front National était en piteux état en 81. Peut-être qu'en 80, ça a déjà démarré. Mais Ah non, ça n'a pas démarré Ça en n'a pas 81. démarré. Non, il n'avait Ben, pas pu avoir les il n'avait signatures. pas pu avoir les pour être candidat. signatures, et à l'époque, il en y a fallait une 100. phase là où il se demande si on perd pas notre temps, etc. Et donc les amis du bureau politique le réconfortent, le disent mais non, ça va aller. Et ça démarre. Et là, il y a une ambiance qui est assez extraordinaire, hein, qui est fraternelle, qui est tout le monde. Il y a du vent dans les voiles, d'un Bon, seul là, coup. ça avance tout seul. Alors, une question, les yeux dans les yeux. Est-ce que vous vous êtes rendu compte quand même que le président de la République de l'époque favorisait le Front National? Ah, mais c'est très net. C'est très net. Mais j'avais dit à Le Pen quelques années avant, Nous parlons de à François l'élection Mitterrand. présidentielle. Nous parlons de avant- François Mitterrand Oui, pour tout à nos fait, bien auditeurs. sûr. Enfin, on a compris. L'élection présidentielle précédente, j'avais dit à Le Pen, il faut faire voter à gauche au deuxième tour, parce que cette droite-là nous tue. Et je l'avais mis en colère, il était devenu furieux. Bon, et là, Mitterrand passe, tout de suite, c'est la poussée, et je lui dis, tu vois, j'avais raison. Hein, c'est la gauche. À quoi qui- s'ajoutent quelques coups de pouce bien sentis de François Mitterrand? Alors, Mitterrand, intelligemment, c'est un garçon brillant. C'est le président de la République le plus intelligent qu'on ait eu. Et le plus à droite qu'on ait eu. Le président de la République, pour moi, c'est le président de la République. Mais, ceci étant dit, je Le n'ai jamais général voté pour le lui. général de Gaulle l'était sur bien des points. Et en tous les cas, C'est un il a peu fait long, une politique mais on peut en débattre. plus à droite. hein, Si quand même. on en débat tous les deux, ça demande une séance entière et vous verrez qu'elle ne sera pas facile. Pour moi, pour vous. D'accord. Non, Alors, non. alors je ne tombe pas Non, sur ce ring. je crois que Mitterrand était un homme de droite, hein, plus à droite que De Gaulle, et qu'il a fait carrière à gauche, ce qui est autre chose. Hein, et je crois, enfin, je sais pas si j'ai le droit de le dire ici, je crois que c'est un grand voleur, mais quel talent. Hein, et je voudrais dire qu'il n'a pas été le seul.
C'est un grand tacticien aussi qui a pulvérisé, Alors, oui. qui a pulvérisé la droite d'abord en créant une fraction Tout à fait. du Front National et en la diabolisant ensuite. Et c'est grâce à lui que la gauche est au pouvoir. Pour rendre aujourd'hui. impossible l'union, et on vit encore là-dessus. C'est grâce à lui que la gauche est au pouvoir. Parce que la gauche est minoritaire, et le refus de l'union de la droite que fait cette droite-là la voue à l'échec. Hein. Et même si les derniers résultats n'ont pas été brillants, il n'empêche que la capacité de nuire du Front dans le contexte où l'on est considérable et incontournable. Donc moi je milite pour l'union de la droite parce que en politique, Pour sortir du piège de Mitterrand. il y a des règles et on est obligé de se battre selon ces règles. Moi, je fais des sports de combat. Selon qu'on passe d'un sport à un autre, il n'y a pas les mêmes règles. On est obligé de respecter les règles du sport de combat que l'on mène. Et si l'on ne veut pas respecter les règles, on perd. On est disqualifié, on perd. Donc, les règles sont là. C'est ce qui se passe d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé cette année, tout simplement. Strictement, Oui, oui. strictement. Bon, alors, 86, premiers résultats électoraux prometteurs pour le Front National. Vous étiez 35 35 députés. députés. C'est le plus beau groupe de l'Assemblée à l'époque. Ah bon? Ah oui, on régnait sur l'Assemblée. Ah, le plus beau, le plus dynamique, le plus imaginatif, le plus présent, oui, avec des grosses gueules. On parlait de Jean-Claude Martinez tout à l'heure. Des gens très brillants. Jean-Marie Le Pen, d'ailleurs, savait prendre la parole. Jean-Claude Martinez. Et Roger Olindre. Roger Olindre. Extraordinaire. Et tous les autres. Oui, vous donniez une animation extraordinaire à cette assemblée qui dort. D'ailleurs, on les terrifiait. C'est pour ça que le souci de Pasqua, c'était vite de changer la loi électorale, de redécouper, de charcuter, avec le talent qu'il avait. Mais alors, vous qui avez, chose rare d'ailleurs, été élu au Parlement, enfin au Palais Bourbon, à l'Assemblée nationale, à quelque chose comme 24 ans d'intervalle, même peut-être un peu plus. 86, 4 et 2, 6, 26 ans, 26 ans d'intervalle. Vous voyez beaucoup de différences? Alors, puisque vous êtes revenu cette année au Palais Bourbon. C'est pas pareil du tout. Les tempéraments sont différents, le climat est différent, et puis moi je suis libre surtout. C'est le paradis. Vous n'avez pas de groupe. J'ai pas de groupe, je fais ce que je veux. C'est fantastique, vraiment c'est fantastique, c'est très agréable. Quand j'étais dans le groupe, j'intervenais sur le budget agricole. Vous le disiez, oui. J'intervenais 1 ou 2 fois après. Mais vous pouvez pas prendre la position sur tous les sujets. C'était la guerre au couteau pour les questions orales, c'était la guerre au couteau tout le temps. Moi, je ne me bats pas contre mes amis, je me bats plutôt contre mes adversaires. Ma seule liberté, c'était les questions écrites. Et on faisait le concours avec Jean-Louis Masson, que j'aime beaucoup aussi. Il me semble qu'on était il me battait, mais on était les 2 meilleurs aux questions écrites, parce que là, j'avais la liberté. Benjamin Blanchard. Alors, il y a eu pendant cette période des séances extraordinaires. Quand on cherche un peu sur les archives de l'INA, on retrouve notamment cette fameuse séance de nuit où les députés du Front National avaient voté avec les clés électroniques sur tous les boîtiers pour dénoncer l'absentéisme. Alors, ça avait fait, je crois, un scandale. Ah oui, ça avait fait un gros incident. C'était un putsch. C'était Expliquez, vous aviez pris les clés de députés à l'époque, c'était RPR, c'est ça? Non, de tout l'hémicycle. De tout l'hémicycle, pas simplement les députés RPR. Oh, ils ont pas pu. Ils n'ont pas pu aller à gauche quand même. Ils allaient partout. Moi, j'étais pas là. J'étais dans mon bureau, mais ils m'ont raconté tout de suite. Ils allaient partout. Puisqu'il y avait les clés. Tout est travé, oui. Donc ils appuyaient. Mais j'étais pas raciste. Tout ce qui pouvait être ouvert, ils votaient à la place des députés. Aux auditeurs, c'est qu'en fait, à l'époque, il n'y avait pas un nombre limité de procurations par député. Maintenant, chaque député ne peut voter que pour un seul autre député. Vous avez 2 secondes pour voter aujourd'hui. Et oui, donc on peut pas faire. On peut pas voter pour vous. Vous avez à peine le temps de voter pour vous. Tandis qu'à l'époque, c'était une pratique courante qu'un député pour le groupe votait pour des amis, tout le groupe, pour 200 personnes. Et donc, quand on regardait les comptes rendus de l'Assemblée, on avait l'impression que 577 députés étaient en séance, alors qu'il y en avait 4 ou 5. Voilà. Je crois que c'est Séguin qui a réformé ça. C'était une réforme de Séguin. Alors, on avait demandé à ce que le règlement de l'Assemblée s'applique, et la réponse avait été magnifique. Si vous continuez à nous casser les pieds, le règlement de l'Assemblée s'appliquera à la lettre pour vous. À la lettre et pour vous.
hautement démocratique. Hélas, cette expérience est de courte durée, 2 ans. Courte durée. Mais vous gardez espoir, vous poursuivez le combat après l'élection de 88. Poursuit le combat, je suis aussi D'ailleurs, en conseiller 88, régional. Jean-Marie Le Pen fait un gros score déjà. Le Benjamin Blanchard l'a rappelé tout à Ouais. l'heure. C'est l'année où il atteint 15%. En tous les cas, près de 15%, 14 et quelques. 14,5, c'est Ouais. ça, Oui. mais c'était finalement, je crois, un peu une déception, non? Puisque avant, jusqu'à un certain entretien, il était crédité de bien plus dans les instituts, les enquêtes d'opinion. Il était crédité de 20% devant Jacques Chirac. Et Oui, malheureusement, ça- après la campagne de presse qu'il y a eu suite au fameux détail, L'affaire des détails, il a perdu des points, oui. le résultat était moins bon. Et dès qu'on monte un peu, Alors, là, vous revenez à Orange, que vous n'avez d'ailleurs jamais quitté Ouais. de toute façon, mais l'objectif est tout de suite de devenir maire d'Orange. alors, je deviens conseiller municipal d'opposition, dont l'objectif c'est de prendre la mairie. Mais entre-temps, je me parachute pendant 3 élections sur Avignon. Hein, je fais deux conseils généraux, 2 campagnes pour le conseil général et une pour les législatives. Sur Avignon, je fais aux législatives un excellent score. J'arrive au 2e rang avec 41% des voix et je compte aller au municipal. En 95, à Avignon. Pas pour prendre la mairie d'Avignon, mais pour être conseiller municipal d'opposition. Et là, le coup d'après pour prendre Avignon, parce que Ville de droite. c'est une ville de droite, mais je la sens à ma main. Mais ma femme, qui est, elle, à l'investiture sur Orange, me dit, il faut que tu viennes sur Orange, tu vas être élu tout de suite. Moi, je ne serai pas élu. Il faut un homme. Ben, Qui était le maire d'Orange à l'époque? alors, le maire d'Orange à l'époque est un socialiste, Monsieur Labbé, qui, en fin de compte, a bien fait ce qu'il fallait pour que je sois élu, puisqu'il a bâti un truc, vous connaissez, le Palais des Princes, qui est dégueulasse, et donc les gens, on a exploité ça à fond, et donc il y a une potentialité de gagner importante. Il avait fait une grosse erreur. Alors, elle me dit de venir, je désobéis Franck, qui veut pas que je revienne sur Orange, je viens. Vous écoutez votre femme. J'obéis à ma femme. Ah, il faut savoir obéir à son épouse. Hein. Et désobéir à son parti, vous voulez dire. Ah, oui. D'ailleurs, la suite a Oui. montré que vous savez le faire. Et vous devenez maire d'Orange en 95. Oui. Je deviens maire d'Orange. Une ville où il y a beaucoup à faire, parce que j'ai lu un de vos ouvrages. Je devrais citer vos ouvrages, il y en a une dizaine. En tous les cas, un maire au créneau. Alors, est-ce que je vais vous dire franchement les choses? Je me suis dit, bon, je vais le feuilleter. Il se lit bien. Eh bien, non, j'ai lu page après page. C'est lis bien. passionnant. Mais si on veut savoir, ça donne presque envie d'être, pourtant c'est pas tout à fait dans mes cordes, d'être maire d'une ville de... C'est un bel exercice, ce maire. Vous avez pris ça à bras le cœur Oui. avec une joie, Ouais, une espèce ouais, de, ouais. de joie Un créatrice, plaisir, quoi, oui, de oui, un plaisir. On le plaisir. sent quand vous Un l'écrivez. plaisir, oui. tout à Et fait. alors, sans scrupule, vous pourfendez ce que vous appelez les cultureux, par exemple. Vous dites à un moment, je sais plus où, tout le monde n'est pas Jacques Lang, mais à Orange, tout le monde se prenait pour Jacques Lang et faisait de l'innovation qui était onéreuse et Ils sont grotesque, fous. quoi. En fin de compte, ils sont fous. Je salue entre parenthèses l'arrivée dans notre studio de Pierre Wouters, notre porte-parole, président, secrétaire général, je ne sais pas, de Laissez-les vivre, délégué général et de SOS Très tout honoré. petit. Voilà. Nous poursuivons la vie et l'œuvre de Jacques Bompard, mon cher Pierre. Donc, oui, Orange, vous prenez ça à bras-le-corps avec quelques anicroches avec ce que vous appelez à plusieurs reprises dans cet ouvrage, Un maire au créneau, les cultureux. Ça, vous les avez c'est- dans la ligne de mire, vous. C'est absolument remarquable. Le maire socialiste avait délégué la culture à une association de copains à lui, qu'il payait grassement et qui était censé faire la culture. Moyennant quoi, le service culturel municipal était payé aussi, mais lui pour rien faire. Voilà. Bon. Alors, j'arrive au mois de juillet, la subvention n'est pas tout entière donnée. Je suis bien obligé de la donner, elle a été votée. Ah, et puis si je la donne pas, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je la donne, et eux, au lieu de terminer
leur année culturelle, l'arrêtent. Donc, ils prennent l'argent, ils ne fournissent pas le travail. Donc, ça me libère totalement et je les congédie pour travail non fait. Et donc, je suis ravi. Ils me rendent service. Ils me rendent service. Et je redonne au service culturel municipal sa compétence culturelle. Donc, ça me coûte rien. En plus, j'économise la subvention à l'association culturelle. Bon. Et en selon travail, tout va bien. Alors, par contre, j'ai la guerre de toute l'intelligentsia, entre guillemets, parce que ça ne vole pas forcément très haut, même si le président de l'association culturelle est le frère de notre actuel ministre de l'Intérieur. Et Manuel Valls. Manuel Valls, oui. Et donc, ils me font la guerre par médias interposés, mais c'est colossal la guerre que j'ai subie. Je sais pas si on le voit. Mais j'ai la une de Libé qui est fait sur les ouvrages censurés à la mairie d'Orange. Comme j'ai rien censuré, j'appelle des bobards. mon gardien de la structure et je lui dis est-ce que ces livres sont là? Et il me met les notes, il me dit je vous rappelle, il me rappelle 5 minutes après, il me dit sur les 8 censurés, il y en a 7. Donc la censure, elle n'a pas eu lieu. Donc j'envoie un huissier. Pur bobard, constaté. Pure désinformation. J'envoie un huissier qui fait le constat. Et je fais un droit de réponse en joignant contre Alors qu'on comprenne bien, Libération avait accusé le maire d'Orange de chasser des livres de la bibliothèque municipale. Ouais. Et c'était faux. Faux, totalement faux. Voilà. Donc j'essaie de faire passer un démenti qu'il ne passe pas. Voilà. Je l'ai mis au tribunal et je perds. Donc, mais vous perdez pourquoi? L'huissier avait fait son constat. Mais dans ce cas-là, vous auriez dû leur faire plaisir et supprimer vraiment ces livres de la bibliothèque. Non, parce qu'alors, à ce moment-là, il s'était acheté. Quel intérêt. Et alors, comment se fait-il que vous perdiez? Eh ben, je n'en sais pas, mais que voulez-vous que je vous dise? Devant quel tribunal? Je pense que les dieux ont dû intervenir directement pour me faire perdre. Je crois percevoir de très très loin ce que vous dites. Et on me dit alors depuis, que le constat d'huissier avait été fait. Vous avez censuré, on me dit toujours, mais vous avez censuré des livres à la médiathèque. Ben non, je n'ai pas censuré des livres. Et alors, la femme de... Peut-être qu'on se vengeait de subventions que vous aviez notablement allégées, c'est ça? Non, je crois qu'on est dans le cadre de la désinformation habituelle, classique et traditionnelle. Oh, vous savez, Libération... Vous aviez procédé à des autodafés dans la cour de la mairie, je crois, c'est ça, non? Vous pouvez même dire ça. Alors, par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il n'y avait que des journaux de gauche. J'en ai enlevé la moitié. Et oui, c'est une vente. J'ai mis des journaux Ils n'ont pas supporté ça. Compensatoire. Voilà. Mais là, je l'ai revendiqué. Oui. Au nom du pluralisme. Qui ne se pratiquait nulle part ailleurs. C'est-à-dire que vous pratiquez ce qui s'appelle ce que vous appelez dans un paragraphe la chasse aux économies. Enfin, vous êtes un chasseur d'économies. Enfin, vous avez rogné pas mal de subventions. Vous avez des problèmes avec la mission locale. Pas des subventions. Non, c'est pas les subventions. Vous savez, je prenais les dossiers les uns après les autres. Et chaque dossier que je prenais, il y avait quelque chose à faire. Il y avait quelque chose à faire. Chaque dossier. C'était affolant. Alors ça devenait un plaisir. Vous cherchez le verre, quoi. Vous cherchez le verre, vous trouvez le verre, vous êtes content, alors trouvez votre. Puis ça faisait des économies. Et chaque fois, on faisait des économies, oui. C'était peut-être une vengeance, l'affaire non, l'affaire des livres prétendument censurés. Oh oui, ça peut être une vengeance, mais je crois que il y a des fromages quand même que l'on ne lâche pas facilement. Hein. C'est vrai. Mais je crois que ça participe à la désinformation. Oui. On en a eu tellement. C'est vrai. Et puis il faut se souvenir du contexte avec les 4 mairies, 3 puis 4 mairies prises par le Front National où toute la gauche culturelle s'était mis martel en tête. Oui, mais je crois que c'était la plus attaquée. Mais c'était la ville la plus culturelle aussi de notre côté. Oui, avec le festival d'opéra, évidemment. L'image d'Orange est très culturelle. La cible, tout était bon pour nous attaquer. Mais c'est vrai que ça faisait partie ça fait partie du combat. Et pourtant, on est toujours attaqué d'ailleurs. Des 4 villes conquises par le Front National en 95, c'est Orange qui tient le coup parce que Toulon finit par flancher aux élections suivantes. Marignane. Alors, je crois que on a
pas la même manière de gérer avec mes collègues. Voilà. Donc, vous me pardonnerez, comme je les aime beaucoup, je n'en parlerai pas, mais on n'a pas du tout la même manière de gérer. Moi, je gère. Vous avez été, c'est encore le paysan, hein, je suis désolé. Tout Vous à avez fait. été un bon gestionnaire, économe des deniers publics, Tout à fait. Vous scrupuleux savez, sur la dépense. quand on arrive, la ville a un auto-investissement net négatif depuis 10 ans. C'est-à-dire Elle ne fait 4 rien. ans d'un mandat REPR et 6 ans de mandat Socialiste. Bon, donc, c'est une vieille histoire. Je rétablis l'équilibre en 6 mois. Alors même que c'est une année électorale et que le maire battu a donné des primes à tour de bras à ses fonctionnaires. Et voilà. Parce que ces fonctionnaires, on considère que un emploi, c'est 3 votes, ces fonctionnaires représentaient 15% de l'électorat. Donc, il voulait se mettre ces 15% en poche, il se les est peut-être mis, et ça ne l'a pas empêché d'être battu. Eh oui. Alors que vous êtes réélu, car les habitants d'Orange vous savent gré de remettre de l'ordre dans les finances. Vous êtes pour la règle d'or, par exemple. Toi, complètement. Complètement, oui. Complètement. Encore une fois. Bien plus que la On règle d'or. dépense d'abord. l'argent que l'on a. Bien Encore plus une que la fois, règle d'or, retrouve, on ne- vos racines. Je suis pour qu'on applique les règles des collectivités locales à l'État. C'est-à-dire zéro déficit public. Ouais. Hein, on n'a pas le droit de faire de déficit public. Enfin, les communes en font en empruntant quand même. Non, vous empruntez pas pour le fonctionnement, Ah vous oui, empruntez pour l'investissement. Oui, d'accord. Donc, d'une certaine manière, ce qui est emprunté pour investir, bah, c'est un stock. Oui, Hein, oui. donc, Si c'est bien investi, attention. ah ben, Oui. si vous investissez, ah, bien sûr, si vous Gaspillage. investissez. Alors, vous êtes donc, vous, à la différence de vos amis, les autres maires élus du Front National, principalement dans le Sud-Est. Il y a aussi Dreux. Non, Dreux, c'est une municipalité, c'est pas une municipalité. Non, c'est c'était une RPR. circonscription, C'était RPR, justement, c'était qui a tenu RPR. le coup. Oui, il y a que le Sud-Est. Et me vient à l'esprit une question, comment expliquer que le Front National est quand même, bon, il y a le Vaucluse, il y a vous, il y a votre, pris dans le Sud-Est de la France plus qu'ailleurs? Bah, La raison. Je crois. Pourquoi pas la Bretagne, pourquoi pas le Nord? Je crois très clairement que le Front fait les meilleurs scores dans le Sud-Est pour 2 raisons. Première raison, c'est parce qu'il y a une migration très importante. Deuxième raison, c'est que il y a des cadres, des secrétaires départementaux qui font leur travail. Oui. Il y a Perron à l'époque dans les Alpes-Maritimes. Il y a Perdomont dans les Bouches-du-Rhône. Il y a moi dans le Vaucluse. Et on est des responsables politiques. Jamais de Languedoc. Jamais dans la Languedoc. Oui, mais on n'a pas la Oui, même c'est autre gestion chose, c'est pas- politique. pardon, oui. C'est pas la même. Hein, mais on a une manière de faire avec ces qui sont députés d'ailleurs, hein, qui est très cohérente et qui est très en phase avec ce que les Provençaux attendent. Donc il y a on catalyse les choses. Et je crois que quand les choses auront changé, qu'il n'y aura plus les mêmes personnes, il va y avoir une décatalysation. Parce que il n'y a de richesse que d'hommes. Hein, et quand on a les hommes, on peut faire quelque chose. Quand on les a pas, Et on oui. peut pas. Ou alors on les cherche. Mais c'est pas, il faut les Il y en trouver. a tout de même. D'ailleurs, Vous on écoutez le- Radio Courtoisie, le libre journal de la nuit. J'ai le plaisir de recevoir ce soir Jacques Bompard, qui nous parle de sa vie et de son œuvre, on peut dire, Qui et de répond à ses toutes les œuvres, ainsi que Benjamin Blanchard, un juriste que connaissent nos auditeurs, et Pierre Wouters, avec qui nous converserons tout à l'heure de l'actualité de la lutte contre l'interruption de grossesse, volontaire de grossesse, dite volontaire. C'est le terme de l'ennemi que je n'utilise jamais. Bien, je vous regarde avec un air malicieux. D'ailleurs, Madame J'attendais- Bachelot disait que il fallait pas dire l'IVG, il fallait prendre les choses, Je dire vous la regarde avec vérité, malice, il fallait j'attendais parler que vous d'avortement. réagissiez. Alors, oui, Jacques Bompard, d'abord une question de Benjamin Blanchard. Oui, vos derniers propos sur l'importance de la qualité des secrétaires départementaux se vérifient d'ailleurs, puisqu'il y a eu quelques exemples d'implantation réussie du Front National en dehors du quart sud-est, et ça a été à Dreux avec Monsieur Stirbois, ou alors à Mulhouse avec Frelet, et puis plus tard peut-être, je crois, avec Madame Bignon à Chauffaille. Bon, c'est une ville plus petite, mais Madame Bignon qui est En toujours Haute-Saône, maire en de Saône-et-Loire, Chauffaille. conseillère générale. Oui. Et qui est une amie très très proche. Oui, oui. On est exactement dans le même
chenal avec le maire de Chauffaille. Hein. Arrive Madame le maire de Chauffaille, Madame Bignon, que j'ai connue aussi au MPF. Je crois qu'elle a été membre du MPF. Oui, elle est en même temps que moi. Que nous. Que nous. Alors, nous nous retrouvons au MPF, mais nos auditeurs auront compris, on a sauté un épisode sur lequel, je ne sais pas, je vous pose la question, Jacques Bompard, on revient ou on ne revient pas, vous vous brouillez avec Jean-Marie Le Pen, au point d'écrire en 2001 ou 2 un livre qui s'appelle Jean-Marie Le Pen contre le Front National. Ou 2005 peut-être, je sais plus. Je l'avais écrit. Et oui, pardon, vous venez l'oublier. Écoutez, Je manque de tact. Je manque de tact. Très clairement, je mène au sein du Front National un combat qui est un peu ahurissant. Dites-moi. Je me rends compte avec le recul. Dites-nous. J'ai mes amis du bureau politique, la majorité de mes amis du bureau politique, qui me demandent de dire tout haut ce qu'ils pensent tout bas. Comme je ne dois rien à personne, je dis tout haut, poliment, ce que pense tout bas, quelquefois moins poliment d'ailleurs. Bon, donc je mène ce combat pour eux. On le comprend d'ailleurs. Jean-Marie Le Pen en a marre et m'exclut sur des prétextes fallacieux. Bon. Peut-être parce que vous réussissez. Peut-être parce que je réussis, tout à fait. Donc une fois que je suis dehors, je m'y trouve tellement bien que... Rassurez-moi, il n'avait pas peur de vous quand même. Hein? Il n'avait pas peur de vous quand même. Il faut lui demander à lui. Non, je pense pas. C'est pas un peureux, Le Pen. On peut dire ce qu'on veut, mais on peut pas dire ça. Mais par contre, je considère l'avoir au sein de la commission de discipline et au sein du bureau politique, l'avoir ridiculisé, hein, en particulier quand il m'a fait passer à la commission de discipline, mais je l'ai ridiculisé parce que ces accusations étaient farfelues, pas dignes de lui, hein. Mais moi je l'aime beaucoup. Vous gardez de l'admiration. Tout à fait, moi j'aime beaucoup Le Pen, hein. Mais je l'aime objectivement. Alors, dites-moi, non mais c'est le meilleur des amours, certainement. Tout à fait. Dites-moi, les amours passionnés ou passionnels sont toujours un peu suspects et puis elles retombent. Vous avez un jugement plus empreint de longanimité, c'est très bien. Toujours est-il que vous vous retrouvez au MPF de Philippe de Villiers. Oui, je rejoins Philippe de Villiers. Ça, c'est beaucoup de plaisir, je l'aime beaucoup. 2005, quelque chose comme ça. Je l'aime beaucoup. Je le rejoins quand il condamne l'islam. Parce que, à mon sens, le problème que nous avons aujourd'hui est beaucoup moins un problème d'immigration qu'un problème d'islamisation de la France. Donc, je reconnais il a un courage que Le Pen n'a jamais eu. Jamais Le Pen n'a attaqué l'islam. Oui. Donc, je reconnais le courage de Philippe et je considère, compte tenu de ce courage, il mérite mon soutien. Et je le lui apporte, on le rencontre, il est charmant, est adorable, moi je l'aime toujours, hein. Ah oui, mais c'est un homme merveilleux. Il est adorable. J'espère que nous allons le recevoir pour qu'il nous parle de Charette, auquel il a consacré un très beau livre que je viens d'achever. C'est un très très bon livre, je conseille à nos auditeurs. Il écrit très bien, avec des mots. Donc on le rejoint, et puis on rejoint ensemble, on s'y retrouve, on fait connaissance. Voilà. Et après, il a les problèmes qu'il a, qu'il n'arrive pas à surmonter, oui. Et donc on n'est plus dans le coup là. Donc, qui le mine. On prend de l'écart. Vous créez la Ligue du Sud alors, à ce moment-là? Alors je crée la Ligue du Sud. Alors la Ligue du Sud, c'est pas compliqué. Racontez-nous. C'est l'inverse de ce que les autres font. C'est-à-dire, c'est une réunion, un regroupement d'amis venus de tous les courants de la droite vraie, de la vraie droite, mais dans la liberté, c'est-à-dire l'inverse d'un parti politique centralisé, jacobin, piqueur de fric, etc. L'inverse. Voilà. C'est-à-dire que c'est la coalition de personnes implantées localement, voilà, dans une zone géographique que vous limitez à quoi? On la limite pas. Grosso modo, le Midi va jusqu'où? Le Bordelais que je suis est exclu, bien entendu. Pas du tout, on n'exclut personne. Non. Mais ce que je dis, à l'inverse du Front, c'est que c'est pas moi qui vais faire les voix dans tel coin ou dans tel coin. C'est le leader local qui doit faire ce qu'il faut pour progresser. Moi, je veux bien lui apporter mon aide volontiers, mais c'est pas moi qui va distribuer les tracts, c'est pas moi qui va distribuer afficher les affiches. Je veux bien. On part de la base. Quoi. Voilà, il faut que ce soit il faut une émergence de barons. Je suis pour les barons. Des barons. Je veux des barons partout. Donc je veux bien aider à faire des baronnies, mais je prétends pas être le prince des barons, non. Je suis un baron parmi les autres. Ça, je
je crois voir les tourments. Et c'est pas dans la mentalité française que je subis pour créer le ciel. Je veux le créer à partir de baronnies, justement, locales. Je veux pas du tout, d'ailleurs, on n'a pas moyen de... Le Moyen-Âge. C'est comme ça qu'on crée une structure. Parce que les gens, ils travaillent pas quand ils attendent tout d'en haut. Ils foutent rien. Ils prennent le train une fois par an pour assister aux réunions, ils rentrent, et puis après, on attend la réunion prochaine. C'est pas un parti. Pour moi, l'âge d'or de l'Europe, c'est le Moyen-Âge. Et comment est né le Moyen-Âge? La décadence de Rome et l'apparition du fait de la sécurité de baronnies. Hein. Puis après, ça dérive. Hein. Il y a un roi de France qui arrive, oh, il faut un peu la pagaille. Ah, tiens. Ah, mais je plaisante. Je suis pour les barons. Oui, vous savez, on a toujours parlé du roi en ses états, malgré tout. Les rois ont respecté les... Non, mais tant que le roi, les provinces. Tant que le roi règne de son rayonnement naturel, ça va. La cour. C'est le point culminant d'un ordre. Oui, mais la cour, c'est la pagaille. Ah ben la cour, ça c'est la version dégénérée de la royauté. Le droit de cuissage, etc. Le droit de cuissage des femmes, c'est barons. Ah, c'est ignoble. Alors dites donc, on ne peut pas dire que vous soyez jacobin, hein, quoi qu'il en soit. Ouais. Et ça reste aujourd'hui. Je suis anti-jacobin au maximum. D'où la philosophie de la Ligue du Sud. Ah oui, alors il y a aussi l'image, hein, l'image de l'Union de la droite. La Ligue du Sud, c'est aussi l'Union de la droite. Alors, hein. parlons-en, oui en effet. Votre grande idée, c'est l'union de la droite. Et la mienne du reste, c'est d'arriver à refaire l'union spontanément, localement, par exemple à l'occasion des municipales. On l'a fait avec les législatives. Aux législatives, on a présenté 5 candidats sur 5, un qui était le président, nouvellement exclu du nouveau centre au nom de la tolérance. Oui. C'était le président du nouveau centre du Vaucluse. Et il a été exclu parce qu'il venait à l'union de la droite. Pourquoi pas? Il n'en est pas mort. On a présenté sur Avignon et sur Carpentras. Et alors sur Avignon, un gaulliste du RPF, de Pasqua et Villiers. Oui. Non, l'actuel RPF de Van Est. Ah oui, de Christian Van Est. Ah, de Van Est. Oui. Sur la nouvelle 5. Van Est, on ne sait pas très bien qui dirige le RPF. Sur la nouvelle 5 et sur Carpentras, oui. On a présenté des anciennes des jeunes gaullistes du JP. Du JP, oui. Hein, et sur Orange. Ah, tout péché miséricorde alors, Jacques Bompard, hein, vous passez l'éponge. À partir du moment où on regrette, il n'y a plus de problème. Non, mais vous savez faire de la politique sans exclure. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est passé. Oui. C'est ça qui est parfait. Je sais que c'était le cas aussi du général de Gaulle qui enguirlandait ses lieutenants, lesquels le lieutenant refusait en 47 l'adhésion au RPF de personnalités qui avaient été très proches du maréchal. Le général de Gaulle disait mais peu importe ce qu'ils ont fait, le tout c'est qu'ils veulent se réconcilier. Et c'est en effet votre philosophie pour aujourd'hui. Il faudrait unir les droites sans penser au passé. Tout à fait, complètement. C'est ça. Et au deuxième tour, on a soutenu la candidature de droite la mieux passée. On a soutenu Marion Le Pen à Carpentras et on a soutenu alors contre un MEP qu'on a fait battre. Mais quand on a deux de la droite, on choisit celui qui nous plaît le mieux. Et partout ailleurs, on a soutenu le candidat de droite le mieux placé. Alors on touche à la fin de cette émission. Vous avez écouté Radio Courtoisie, nous avons une conversation avec Jacques Bompard. Nous en arrivons à l'actualité d'aujourd'hui. Vous avez été élu il y a 6 mois, donc vous venez de le dire, à nouveau député et cette fois chez vous dans le Vaucluse à Orange. Votre grand travail à l'Assemblée politique, c'est de faire du lien entre les uns et les autres. Vous êtes une passerelle à vous tout seul, Jacques Bompard. Tout à fait, et nous donnons notre amitié à tous ceux qui sont proches de nous, aussi bien à des UMP qu'à nos amis de Vendée qui sont vraiment très proches de nous, aux amis du front ou parafront qui sont à côté de nous physiquement, et le plus on élargit, le mieux c'est. Il y a aussi d'ailleurs un sénateur UMP dont vous avez cité le nom tout à l'heure, alors je relève, je crois que c'est un de vos amis, Jean-Louis Masson, qui n'est pas UMP. Il n'est pas UMP, oui, de la majorité, oui, c'est ça. Il a été longtemps. L'ancienne majorité. Il a été député, maintenant il est sénateur, et il dit très simplement qu'il faut faire l'union des droites. Bien Donc cette parole commence à avoir un écho. Tout à fait, tout à fait. Plus difficilement à l'UMP, est-ce que l'actuelle crise de l'UMP, pour utiliser un mot aimable et un peu passe-partout,
modifie un peu les lignes? J'ai pas tellement l'impression que la crise de l'UMP soit une crise profonde, moi. Je suis moins optimiste que certains. Je pense que c'est des problèmes d'hommes, que l'UMP c'est une grosse boutique qui est assez riche et que elle a du poids et que elle va être beaucoup plus difficile que ça à éliminer. Par contre, ce qui m'a étonné, c'est que sur le combat extrêmement important contre le mariage homosexuel, j'ai été le seul à y aller. Pendant 2 mois, j'ai été le seul à y aller, à faire débat, à aller débattre avec les tenants de cette révolution, et que les gens de l'UMP, il y en avait qui nous disaient qu'ils étaient d'accord avec nous, mais on les voyait pas. Le front, on l'a pas entendu non plus, et à la limite, on entendait plus les poissons roses que le camp national. Donc là, il y a un petit étonnement de ma part, mais ceci étant dit, ça m'a fait très plaisir parce que ça m'a donné un accès aux médias que ça j'aurais pas eu. Oui. Donc, bravo et merci à tous. Ça marche parce que vous étiez sur ce créneau solitaire il y a 6 mois, mais admettez que la mobilisation est venue vite. Je pense qu'on va avoir une grande victoire le 13 janvier. 13 janvier. On va commencer à marteler cette date. Il faut qu'elle entre dans l'oreille de nos auditeurs et des amis de nos auditeurs et des amis de nos auditeurs. Qu'elle faut être plus d'1 million. Tout à fait. Il faut qu'on soit très nombreux. Alors vous serez présent le 13 janvier, Jacques Bompard, à Paris. Oui, je serai là. Je serai là avec mon conseil municipal, ma femme sera là avec son conseil municipal, et j'espère qu'il y aura des amis qui les entoureront aussi. Il y a aussi chez vous profondément le chrétien, au fond. Tout à fait. Tout à fait. Je crois qu'un des ressorts... Le chrétien, selon la tradition platonicienne et, au fond, augustinienne, la loi naturelle. Tout à fait. Tout à fait, mais... choqué par le mariage homosexuel. Je crois que le combattant politique doit être transcendé par une religion, ou allez, s'il n'est pas religieux, par au moins une philosophie. Et sans ça, il y a un manque dans la qualité du débat. Et si on n'a pas une foi, qu'est-ce qui vous porte? Ça m'échappe. Je crois que la foi ou la profonde adhésion à une philosophie de haut niveau est indispensable si on veut faire de la politique. Vous êtes pratiquant? Pardon pour cette question. Oui. Vous allez à la messe à Orange? Je vais à la messe à Orange, oui. Vos enfants le sont? Je suis encore Mes plus enfants indiscret. le sont aussi, oui. Ils sont peut-être un peu moins assidus que moi, mais ils sont plus jeunes. Pendant longtemps, j'étais un affreux païen, non, je vais pas leur jeter la pierre. Il y a eu des scrupules ou des interrogations. Oui, non, c'est pas ça. C'est que pendant mon combat pour l'Algérie française, je suis tombé sur des prêtres étudiants qui validaient tout ce que faisait le FLN et condamnaient tout ce que faisait l'OS. Donc cette attitude-là, charité bien ordonnée commence par soi-même et par ses amis d'abord. Or là, c'était une charité inversée, une profanation de la charité, comme a dit un philosophe célèbre, et ça m'a rejeté hors de l'Église pendant plusieurs dizaines d'années. Et comment vous êtes revenu? Je crois que c'était un péché d'orgueil. C'était un péché d'orgueil si j'avais rejeté l'Église. Et j'ai rencontré des prêtres qui croyaient en Dieu, et dès que je les ai rencontrés, on était d'accord sur tout, donc je suis revenu au bercail. Vous croyez à la mission de l'Église? Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Et c'est parce qu'elle a démissionné à un moment. Et là, il y a un retour important. Ça revient. Peut-être que l'Église se rend compte que la laïcité est une réponse qu'elle a épousée un certain temps, peut-être beaucoup trop, est une réponse très insuffisante aux questions que se posent nos contemporains d'ailleurs, dans tous les aspects de leur vie publique et privée, et aussi à la question que pose l'islamisation. Et puis la question de la laïcité est neutre sur le grand versant de la question de l'islamisation, c'est-à-dire la civilisation. On ne peut pas avoir deux civilisations sur un même territoire. Tout à fait. Et puis c'est pas une question de religion pure et de laïcité. On ne peut lutter contre l'islamisation de la France que par le combat religieux. Oui. Et ça, moi, chaque fois que je vois un prêtre, je dis, mais convertissez. Alors, il y a 10 ans, je me faisais engueuler. Aujourd'hui, ils me disent, vous avez raison. Il y en a quelques-uns qui convertissent. Jacques Bompard, reverrons-nous des églises pleines? Écoutez, il y en a d'ailleurs. Quand on va en Pologne, elles sont pleines. Donc, je pense qu'on arrivera à les re-remplir en France aussi. Bon, vous dites ça avec un bon sourire, je suis heureux.
j'allais dire, je suis heureux de vous quitter. Je suis malheureux de vous quitter, mais heureux de vous quitter sur cette parole d'optimisme. Ah oui, Je crois d'ailleurs que vous êtes légèrement en retard. Vous nous accordez quelques minutes de plus, mais j'en profite avec gourmandise. Je crois que vos fonctions parlementaires vous appellent au palais, que l'on continue à dire Bourbon. Et je vous souhaite un bon travail. Et nous n'avons pas fini de vous voir. C'est peut-être l'occasion de dire en nous quittant que nous avons en projet pour le mois prochain un colloque qui sera organisé grâce à vous à l'Assemblée nationale, Jacques Bompard, sous votre et grâce à vous aussi. Voilà, sous notre co-responsabilité, on peut dire aussi grâce à Benjamin Blanchard, un colloque qui aura lieu le 28 janvier, que nous avons de concert intitulé France, qu'as-tu fait de tes libertés? Nous parlerons des libertés. Voilà. Merci Jacques Bompard. Revenez souvent nous voir, car je suis sûr que vous n'avez pas tout dit. À votre service, à celui de vos auditeurs. Merci Jacques Bompard. Merci infiniment. Et vous nous faites un petit cadeau au moment de partir. Je vous ai demandé quelle musique. Je sais que vous aimez la musique, vous écoutez de la musique. On n'a pas parlé de cet aspect de votre vie. Et je vous ai demandé un morceau de musique favori. Et vous m'avez dit, comme ça, de but en blanc, Carmina Burana. Je vais partir sous le son de Carmina. De Karl Orff, que nous allons écouter. À bientôt, Jacques. Et nous écoutons en effet le Carmina Burana, une pièce très vigoureuse, je dois dire, de Karl Orff.